Daniela Ferrière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'Institut de France. Alors nous sommes dans le studio d'enregistrement du Palais, au dernier étage, sous les combles, à quelques mètres du Pont des Arts, à Paris. Le Pont des Arts qui va justement accueillir très prochainement, à partir du 5 avril prochain, une exposition tirée de votre œuvre dessinée. L'exposition s'appelle Un cœur nomade et elle débute sur le parvis de l'Institut et se poursuit ensuite sur le pont des Arts. Et cette exposition a été conçue comme une promenade, invitant tous les flâneurs parisiens à se plonger dans votre univers, depuis votre enfance en Haïti jusqu'à votre entrée à l'Académie française, bien sûr. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici pour en discuter, parce que cette exposition, c'est une véritable plongée dans votre œuvre dessinée. Au total, vous avez fait 5 romans dessinés, alors j'en ai 2 avec moi aujourd'hui. Autoportrait de Paris avec Chat, et puis L'exil vaut le voyage. Et puis on peut aussi citer 3 autres ouvrages vers d'autres rives, Sur la route de Bachot et Dans la splendeur de la nuit. Et parmi tous ces romans dessinés, vous avez décidé de lâcher votre célèbre machine à écrire pour revenir à la main et au crayon. Vous disiez: je voudrais pouvoir écrire avec les couleurs, des rêves et des lignes. C'est chose faite. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans l'univers du dessin? Est-ce que c'est parce que l'écriture, disons, un peu plus traditionnelle, vous laissait un goût d'inachevé? Matériellement, de façon très concrète, c'est l'épuisement. J'étais épuisé. Fin novembre 2009, j'avais eu le prix Médicis qui a fait un peu de chamboulement dans ma vie parce que je vivais au Québec, où je vis encore, et c'était la deuxième personne, le deuxième écrivain qui avait eu le prix Médicis après Marie-Claire Blais, qui l'avait eu 26 ans plus tôt, et premier haïtien. Et donc tout le monde s'était tourné vers moi. Et je suis allé en Haïti tout de suite après, en janvier 2010, et le tremblement de terre est arrivé. Alors ça, j'étais présent, j'ai écrit un livre à propos de ce tremblement de terre, tout ce qu'on ne te dira pas, ou plutôt tout ce qui bouge autour de moi. Et puis là, c'était encore plus virevoltant. Et l'événement lui-même était assez dramatique, mais ce qui a suivi, c'est surtout que les gens plongeaient sur moi et pour me demander toutes sortes de choses concrètes, comme l'adoption des enfants, enfin des choses auxquelles je ne pouvais pas faire face. Et j'allais me reposer légèrement, est venue l'Académie française. Là encore, je n'aime pas le dire, mais deuxième noir après Léopold Sédar Senghor et premier, peut-être deuxième américain après Julien Green, et premier haïtien, premier québécois, premier canadien et autres. Ce qui fait qu'on n'a pas idée ici, bon, la France c'est la France, mais le reste du monde est très impressionné par cela et m'est plongé dessus. Et j'étais abattu, fini, cassé, brisé, épuisé. Et je me suis rappelé vaguement que j'avais eu plaisir, enfant, à dessiner, mais en dessinant mal. Et j'ai commencé à dessiner et j'ai retrouvé une certaine sérénité. Et je me suis dit, la seule façon de continuer à dessiner, c'est de faire un livre. Et vous êtes reparti en quelque sorte de zéro, puisque le dessin n'est pas votre forme première d'expression. Ça peut faire sourire, mais vous dites: tout mon mérite vient du fait que peu de gens qui dessinent aussi mal que moi ont osé faire un livre de ce genre. En fait, l'important, c'est de se dire: je peux le faire, peu importe la complexité du dessin. Oui, c'est ce qu'avait dit Henri Miller quand il a voulu faire son livre en français directement, qui est publié, qui s'appelle Je suis pas plus con qu'un autre. Il l'a publié avec toutes les fautes et Miller a dit je peux le faire. Ça fait longtemps que je vis à Paris, je peux écrire un livre en français et je serai toujours Miller, évidemment. Dans le livre, disons d'ailleurs, toute la peine qu'il a eue et surtout le courage qu'il a eu de terminer le livre, c'était du Miller tout craché. J'en reviens à cette exposition donc dessinée qui sera bientôt installée sur le Pont des Arts à Paris. Cette exposition qui s'appelle Un cœur nomade. C'est une exposition itinérante. Elle s'est déjà installée dans plusieurs villes auparavant, à Montréal, à New York, au siège des Nations Unies, à Tunis, à Francfort et donc maintenant à Paris. Mais jamais encore en Haïti. L'endroit, le pays où vous êtes né, ça serait un souhait de votre part de voir cette exposition là-bas?
Oui, tous les endroits qui demandent dans cette exposition pourront la voir. On a essayé déjà, ça n'est pas arrivé. Il y a toujours des difficultés quand on fait une exposition. D'abord, réunir le budget et tout cela, mais ça viendra. Moi, je suis très très lent et je n'ai pas de souhait généralement dans ma vie. J'ai compris que si je veux que quelque chose n'arrive pas, je n'ai qu'à le souhaiter. En tout cas, concernant Haïti, vous avez beaucoup dessiné vos souvenirs d'enfance, de Petit Goâve à Port-au-Prince, les paysages, les personnes qui ont bercé votre enfance. On les retrouve aussi beaucoup dans vos dessins. Et ça, c'est une question qu'on me pose souvent, Daniela Ferrière, et que peut-être les promeneurs du Pont des Arts se poseront aussi. C'est que les personnages que vous dessinez semblent avoir la peau blanche. Mais vous expliquez que... Alors, je vais montrer quand même les dessins. Les personnages semblent avoir la peau blanche, mais vous expliquez que non, pas du tout. Ah, mais c'est la feuille qui est blanche. Et d'ailleurs, personne, si quelqu'un est blanc comme ça, il va tout de suite chez le médecin. Il y a des problèmes de vitamines, il est en danger de mort. Et on dit pâle comme un drap, juste avant la mort. Et non, pas du tout, pas du tout. J'ai fait le contour, il faut imaginer. Et puis, je ne pense pas que la couleur des gens soit une priorité dans ma perspective, surtout de dessinateur. Dans la littérature, c'est très difficile d'esquiver ça, je le fais aussi. Et d'ailleurs, le premier livre, Autoportrait de Paris avec chat, il y a un journaliste qui m'a dit, non seulement vous êtes blanc dans le dessin, le narrateur sur la couverture, mais en plus vous êtes blond. J'ai dit oui, c'est étonnant que ça vous étonne, je lui ai dit, parce que vous auriez dû remarquer plutôt qu'il y a un chat qui boit du vin. Là, ça c'est plus étonnant. Ouais. Et vous voyez, les gens sont prêts à accepter qu'un chat boive du vin, mais pas qu'un noir se dessine comme un blond. C'est vrai. Alors que tout le monde se met des couleurs dans les cheveux ces temps-ci. Effectivement. L'exposition s'installe sur le parvis de l'Institut et sur le Pont des Arts. Alors, le Pont des Arts, j'imagine que c'est un lieu qui vous est très cher, à Paris, juste en face de la coupole de l'Institut de France. Entre l'Institut de France et le Louvre. Et le Louvre. Je fais le trait d'union, Oui. En étant dessinateur aussi un peu. Effectivement. Mais alors, ce pont, justement, qu'est-ce qui symbolise, qu'est-ce qui représente pour vous, ce Pont des Arts ? C'est peut-être l'un des plus beaux ouvrages de l'architecture de Paris. Et il est comme suspendu, on dirait une métaphore de verre et de fer. Et il donne sur une perspective extraordinaire et relie les lettres aux couleurs, je pense. Et puis sa taille était tout à fait agréable au faire des allées-venues. Et il est situé donc en face de cette coupole où vous avez prononcé votre discours de réception le jeudi 28 mai 2015, un jour important dans votre vie d'écrivain. Et comme le veut la tradition, vous avez fait l'éloge de votre prédécesseur, Hector Bianchotti, grand écrivain et écrivain nomade, lui aussi. Et l'écriture de ce discours que vous avez fait sous la coupole, ça aussi c'est un souvenir important que vous avez raconté en dessin. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous l'avez écrit, ce discours ? Est-ce que vous pourriez nous raconter les coulisses de l'écriture de ce discours de réception ? Oh, le discours de réception, l'Académie accorde une grande importance, il vous donne beaucoup de temps. Et sachant que vous avez assez de temps pour vous pendre, littéralement. Et il faut choisir, soit vous commencez immédiatement et que ça vous prend 1 an et demi, ou bien vous commencez, je pense, le 11e mois et ça vous prend 1 mois. Mais vous serez mangé par ce discours parce que vous aurez à faire face avec des jeunes gens qui ont du talent. Et on peut trouver sur Internet le discours de Voltaire. Et celui de Hugo n'est pas mal non plus. On peut lire avec beaucoup d'agrément le discours d'autres écrivains de cette taille. Et ça va rester très longtemps. Oui. Donc c'est cela qui, à un moment donné, peut légèrement effrayer de voir que littéralement vous avez en face de vous des personnalités et de grands talents, si l'on peut dire. Bon, moi je l'ai écrit en toute naïveté et très simplement, à ma manière. Je n'ai pas regardé les autres discours, j'ai voulu que ce soit un récit parce que j'aime bien raconter des histoires. Je me suis dit, ce serait simple de faire semblant d'aller rencontrer Hector Bianchotti, que j'avais jamais rencontré,
et de lui parler, de voir qu'en est-il et de sa vie, et puis qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il est dans une autre dimension. Je l'ai trouvé en train de lire un livre de Borges, précisément, sur le bouddhisme, dans un hôtel de 20e ordre à Paris. C'est là qu'il s'était réfugié pour échapper à... C'est ça mourir, c'est échapper à ceux qui vous ont connu quand vous étiez vivant. C'est pas parce que les gens ont disparu, ils ont disparu de notre vue. Et je crois qu'un poète avait dit, je suis passé dans l'autre chambre. Donc voilà, et j'ai remonté sa vie à Buenos Aires. Je suis allé à la librairie et j'ai acheté tous ses livres. On dit souvent que c'est la dernière personne qui va lire tous les livres d'un auteur, c'est celui qui va faire son discours à l'Académie française. Donc voilà, j'étais le dernier lecteur complet d'Hector Bianchotti, parce qu'il faut tout lire. Et on peut retrouver d'ailleurs ce discours sur le site de l'Académie française. Tous les discours des académiciens, on peut les lire sur le site. C'est ça qui fait peur. De tous les discours. J'en reviens au Pont des Arts, qui est au cœur, on le disait, d'un quartier vibrant d'histoire entre l'Institut et le Louvre à Paris. Mais dans quelques mois, ce pont sera aussi le témoin de la cérémonie d'ouverture des JO 2024, avec donc du sport à l'honneur. Un mot sur le sport, puisque vous aimez souvent comparer littérature et sport dans vos dessins. Est-ce qu'on peut être écrivain et grand sportif à la fois ? Mais parler du sport, ce n'est pas être grand sportif. Non. C'est un autre sport. Mais Ernest Hemingway, par exemple, que vous citez beaucoup, était écrivain et grand sportif. Il était pêcheur, il était chasseur, et puis il aimait bien dire aussi qu'il était boxeur. Et c'est une tradition américaine, et la tradition de la virilité, et qui fait que les Américains, moi, quand je vais aux États-Unis dans des festivals littéraires, et la première chose qu'on vous demande, est-ce que vous voulez jouer au billard? Enfin, une façon de dire, on ne va pas parler littérature, enfin, c'est très gamin ça. Mais il me semble que vous aussi, vous pratiquez un sport en particulier à très haut niveau. Alors c'est un sport qui n'est pas reconnu comme discipline olympique, le hula hoop. Le hula hoop, c'est vrai. Le hula hoop. Ah ben oui, j'aurais dû même emmener mon hula hoop. Et le hula hoop, j'aime bien parce que pour moi, c'est le sport des écrivains, ça fait pas de bruit, c'est excellent pour la forme. On peut faire ça en pleine nuit, ça fait aucun bruit, on met ça sous le lit et pour moi, c'est un sport magnifique. Et ça vous affine la taille. Effectivement. Alors, un autre point commun que vous partagez avec les sportifs d'Annie Ferrière, vous bougez beaucoup. Vous bougez beaucoup au sens où vous êtes un écrivain nomade. De Petit Goave à Montréal en passant par Miami, vous avez beaucoup écrit sur le sentiment de l'exil dans vos livres, dans vos romans, dans vos œuvres dessinées. L'exil est douloureux, mais parfois il peut être joyeux. Preuve en est avec tous les dessins, toutes les couleurs que l'on peut trouver dans vos dessins. Ah oui, mais... on n'est pas obligé de décrire les désastres de la vie parce qu'on les vit. Au contraire, d'ailleurs. C'est un peintre haïtien qui me l'avait dit. J'avais vu chez lui des tableaux magnifiques, comme vous dites, colorés, avec des fruits sur les arbres qui ploient. Et je lui ai dit, mais pourquoi, alors que tout autour de vous, ce n'est que désolation? Il m'a dit, vous n'êtes pas obligé de mettre dans votre salon, ce que vous pouvez regarder par la fenêtre. On n'est pas obligé d'accumuler les désastres dans notre vie et dans notre imaginaire en même temps. Et puis aussi, c'est une école de vie. Haïti, on a bien compris que si on attend de la réalité qu'elle éclaire notre vie, on va attendre longtemps. Il faut la faire nous-mêmes. Encore une autre fois, une autre anecdote, c'est la cuisinière de ma mère que j'avais reconduit chez elle. Et quand je suis arrivé, son salon, si l'on peut dire, c'était une femme qui n'avait pas beaucoup d'argent, elle était couverte de toiles. Je lui ai dit, bon Dieu, vous êtes collectionneuse? Elle m'a dit, non, j'ai pas d'argent, je l'ai fait moi-même. Ben, c'est cela. C'est là, quand vous n'avez pas d'argent, vous faites les... Et là, quand je lui ai dit que tous les jeunes gens que je connais en Amérique du Nord, ils ne mettent que des posters sur leur mur, alors qu'ils sont 20 fois plus riches que vous, alors que vous, parce que vous n'avez pas d'argent, vous faites vous-même vos toiles. Alors, vous parliez d'Haïti à l'instant, c'est un lieu qui vous est très cher.
il fait partie, oui, des lieux qui vous sont chers, comme Miami ou bien Montréal. Pour parler des lieux qu'on aime, on a parfois recours au registre de l'enracinement, de l'appartenance, peut-être parfois à tort. Être enraciné à toutes ces villes que je viens de citer, c'est quelque chose que vous pourriez dire? Enraciné, Ouais, la notion d'enracinement. je suis à peine enraciné à la vie, donc alors... À ces villes, Non, pas du tout. je n'ai pas une grande conscience. Le lieu existe, Mm. il est incontournable, le présent existe aussi, et le lieu même d'origine aussi. Ce sont des choses qu'on ne peut pas contourner. Mais je ne pense pas qu'on est obligé, d'ailleurs on est ainsi fait, l'être humain, on a notre imagination, on n'est jamais à l'endroit où l'on se trouve. L'endroit où l'on se trouve, on est absorbé, submergé aussi par les sensations de l'espace où l'on se tient, et par les couleurs, par les nuances, et on nous permet avec notre imaginaire d'être ailleurs en même temps. On va pas refuser ça. De pouvoir être partout, on n'a qu'à fermer les yeux ou ouvrir un livre. Ouais. Et toujours pour continuer sur cette question des lieux, on peut avoir tendance à idéaliser les lieux qu'on aime en les figeant dans des souvenirs d'enfance. Par exemple, Petit Goave est la ville de votre enfance. Est-ce qu'elle est figée à tout jamais dans votre enfance ou au contraire, vous n'en ferez jamais complètement le tour? Il y aura toujours des facettes à explorer de Petit Goave et de toutes ces autres villes qui ont parcouru votre enfance. Quand on est écrivain, l'une des premières choses que l'on comprend, c'est qu'on a très peu d'images à notre disposition pour faire une œuvre. Et il faut choisir. Soit partir en papillon, aller butiner un peu partout et s'étourdir si l'on veut. Ou bien encore, accepter modestement de fouiller les 3 ou 4 images pendant toute une vie. Et voilà, c'est... Et mine de rien, à force de revenir sur les images déjà répétées, et on finit par leur donner une couleur à chaque fois neuve, et on comprend à un moment donné que c'est ça la littérature. C'est cette difficulté pour les autres qui cherchent à s'étourdir dans le plaisir différent. C'est cette difficulté pour eux de concevoir que cette vie, ce grand spectacle de merveilles, et pourtant, si on veut faire quelque chose de neuf, c'est de refuser cette distraction et d'aller dans quelque chose de pointu, de simple. C'est encore Borges qui voulant paraphraser l'Odyssée, disait Ulysse, revenu de tous ses voyages et en vue toutes ces merveilles, pleura doucement en voyant la jeune et verte Ithaque. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours un lieu qui est tout simple, qui peut nous atteindre à l'émotion extrême, et qui n'est pas forcément l'admiration, qui n'est pas forcément l'émerveillement. La très douce et très sensible émotion qui provoque des larmes, et voilà. Se résigner que c'est peut-être la seule image, ou la seule image vraie, que l'on doit fouiller en prenant ça sur diverses facettes, comme on veut. On peut aller faire le tour du monde, voir toutes les merveilles. Si cela va finir par le retour et les larmes de tendresse d'Ulysse. Mon art d'écriture est fait beaucoup dans la répétition. C'est la roue qui, pour avancer, doit tourner sur elle-même. C'est l'art de la répétition. Oui, je crois. Je dis répétition, mais en fait, il est impossible de se répéter parce que ce n'est jamais la même chose. Quand on dit une chose une fois, la deuxième fois, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un avait dit, je crois que le premier qui a dit comparer une femme avec une rose était un poète, le second un imbécile. Et la répétition, ce n'est jamais la même chose. Alors peut-être une chose qui ne changera jamais, c'est l'odeur de votre enfance. Votre enfance en Haïti, a une odeur de café, Dany Laferrière, c'est vous qui le dites. Mais vous avez parcouru depuis d'autres villes. Quelle odeur vous inspire Paris ou Montréal, par exemple? Montréal, bien sûr, c'est une sorte de fraîcheur, c'est la neige, c'est l'odeur fraîche de la neige. Et puis le bruit aussi un peu sourd des voitures roulant sur la neige. Mais il y a l'odeur d'une fraîcheur extraordinaire, une tempête de neige. Je crois que c'est la chose la plus impressionnante que j'ai vue de ma vie parce que toutes les autres choses, j'avais pu les imaginer. Mais je n'avais pas imaginé que la neige qui ressemble à du coton pouvait être froid. Et puis Paris, bien sûr, c'est le vin. Oui, tout à fait. C'est-à-dire...
cette obstination à décliner le vin sur toutes les nuances comme ça, et à en boire et en parler en même temps, et qui n'a d'autre but que d'inventer la conversation. Et je crois que le vin a permis aux Français d'être l'inventeur de la conversation. Ils sont aujourd'hui. À Montréal, il y a une rue qui vous est très chère, c'est la rue Saint-Denis. Cette rue Saint-Denis à Montréal, vous l'avez découverte par hasard, et pourtant elle a changé votre regard sur cette ville. Vous vous êtes senti chez vous à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous l'avez découverte. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, l'ambiance, les gens, les magasins qu'on peut trouver dans cette rue Saint-Denis à Montréal, qui est si importante pour vous? Je ne dirais pas que la rue Saint-Denis a changé mon regard, je dirais que j'ai changé le regard de la ville sur moi en marchant, en flânant dans Saint-Denis, puisque j'ai écrit ce regard. J'ai écrit dans des livres et j'ai décrit ce que je voyais, qui était tout simple, mais qui ne pouvait être vu par des gens qui y sont nés. C'est ça la littérature aussi. Et donc, les gens qui voyaient cette rue comme une jolie petite rue marchande avec des bars, des restaurants, des magasins de vêtements et une animation incroyable au printemps, puisque Montréal a j'allais dire, le plus beau printemps ou le plus bel été du monde, parce que c'est un été qui a connu l'hiver, un hiver terrible. Et donc, il y a ce verdissement et cette façon qu'a tout le monde de descendre la rue Saint-Denis et qui m'a toujours fait joie. Les jeunes filles en vélo, les gens qui courent avec un chien, un tigre ou n'importe quoi, et les restaurants indiens et cette rue me plaît aussi parce que c'est j'allais dire une vitrine. C'est-à-dire, j'y suis resté longtemps et je suis toujours là. Et j'ai vu toutes les transformations gastronomiques de la ville. J'ai vu l'époque de restaurants grecs où tout le monde ne parlait que de baklava. J'ai vu les restaurants indiens arriver et puis tout le monde ne mangeait que de la nourriture indienne. Et j'ai vu les Japonais qui ont changé d'ailleurs le mouvement même de la cuisine, où les serveurs, les cuisiniers faisaient ça un peu devant tout le monde, sur les comptoirs, et vous servaient. J'ai vu les restaurants fusion où l'on mélangeait le tout, parce qu'il n'y avait aucune possibilité de faire autrement. Et j'ai compris que c'était une forme de littérature. C'est-à-dire la ville s'écrivait elle-même avec parfum, odeur, couleur, saveur. La cuisine vous inspire beaucoup pour la littérature. Quand vous arrivez dans une nouvelle ville, vous allez toujours visiter une librairie. Et vous dites que la librairie, grâce à la librairie, on peut apprendre beaucoup de choses sur la ville. Comment ça? Ah mais bien sûr, on a le goût direct. Vous savez, la libraire, c'est une antenne. Donc elle sait bien ce que les gens voudraient lire et elle voudrait bien aussi que les gens lisent autre chose que ce qu'ils aiment lire. Et dès que vous entrez dans une librairie, déjà sur la manière de vous aborder et l'accueil du libraire ou de la libraire, et vous savez très bien dans quelle ville vous entrez. Je parle des petites villes comme ça où il y a 2 ou 3 librairies. Et vous savez, vous n'avez qu'à visiter pour voir un peu les goûts des gens. Comme on fait quand on va chez quelqu'un, on n'a qu'à voir sa librairie, sa bibliothèque pour savoir où l'on se trouve. Si c'est une obsédée de tout ce qui est biochimique ou bio-nourriture, ou c'est quelqu'un qui aime autre chose, les science-fiction, enfin, on peut savoir. Et donc, pour moi, la librairie a le cœur. Et puis aussi, c'est intéressant parce que vous verrez le goût des gens pour la littérature étrangère, s'il y a une inclination vers l'autre, si la librairie est tout à fait uniquement d'œuvres locales. Et vous verrez toutes sortes de choses. Et de façon plus insolite, vous dites la même chose à propos des cimetières. C'est-à-dire que vous arrivez à savoir en lisant les tombes si vous êtes dans une ville repliée sur elle-même ou pas. Absolument, bien sûr. C'est plus étonnant, ça. Le cimetière, bien sûr, les classes sociales sont tout à fait confirmées. Là, les tombes en avant, naturellement, c'est toujours par des gens puissants, puisqu'ils sont là depuis longtemps, au début du cimetière.
hein. Et puis les tombes en arrière complètement, si vous voyez qu'il y a trop ou pas d'étrangers du tout dans un cimetière, vous saurez que la ville est fermée sur elle-même. Si vous voyez... Et donc les tombes et les cimetières, c'est les deux endroits où les morts triomphent. Mm. Et la librairie, je veux dire, les cimetières, c'est les deux endroits où les morts triomphent. Généralement, dans une librairie, il y a plus de morts que de vivants. Certain. Mais c'est des morts aussi vivants. Et je terminerai avec ça. Que disent les librairies et les cimetières de Paris, de cette ville? Oh, ben, c'est des collectionneurs. Des Paris collectionneurs? collectionne les stars. Oui, c'est carrément les cimetières de Paris, que Père ce soit. Lachaise. Oh, ben, c'est carrément gala. Et vous voyez toutes les vedettes, Musset, vous voyez Morisson, vous voyez, ils sont tout fiers. Il n'y a pas un mort qui ne soit pas connu. Mais il y a toujours dans Paris, qui est si grand, de petits cimetières cachés aussi, où il y a des cimetières un peu historiques et des cimetières sans nom, et avec des croix, et qui montrent que c'est une ville variée. Mais en réalité, Paris traite la mort comme le dernier degré de la gloire. Mm. Et c'est déjà toute une affaire pour se faire enterrer dans les cimetières huppés Dans de Paris. Paris. Ça devient compliqué, effectivement. En tout cas, vous célébrez la vie à travers cette dernière exposition, Un cœur nomade, je rappelle le titre. Donc rendez-vous le 5 avril prochain sur le parvis de l'Institut et sur le Pont des Arts pour découvrir votre histoire en mots et en images. C'est jusqu'au 12 mai 2024. Et j'en profite aussi pour dire que le 13 avril prochain, vous serez sous la coupole à l'Institut pour une rencontre exceptionnelle. Tout le monde est évidemment le bienvenu. On mettra le lien pour s'inscrire sur la page de l'émission. Et puis, un dernier mot aussi sur votre œuvre littéraire qui continue aussi pendant ce temps-là. Vous avez beaucoup d'actualités en ce moment, Dany Laferrière, avec notamment la publication de votre autobiographie américaine. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle cache et comprend, cette autobiographie américaine? C'est la collection bouquin qui réunit des œuvres en un bouquet. Et il y en a une dizaine de mes livres qui forment un peu ma vue de l'Amérique, autobiographie américaine. C'était pour signifier que l'Amérique est un continent et non la propriété des États-Unis. Quand on dit Amérique, on ne dit pas forcément les États-Unis, selon le mot de Bolivar. Un seul pays, un seul continent. Et j'ajoute une dernière actualité. En avril prochain, fête chez Oki. Ce sera votre dernier ouvrage publié à découvrir aux éditions Zulma. Merci beaucoup, Dany Laferrière. Voilà, ce sera fait.